Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de l'alliance entre l'Empire ottoman d'Abdulhamid II puis Mehmed V et l'Empire allemand du Kaiser Guillaume II. Lors de la Première Guerre mondiale, les Ottomans ont décidé de rejoindre la Triple Alliance. Ce rapprochement commençait à la fin du 19e siècle, mais au lieu de renforcer les Ottomans, cette alliance causera la perte de leur empire. Vous voulez en savoir plus entre l'alliance ottoman et allemand? Venez avec moi. Pendant la période des guerres austro-ottomanes du 16e au 18e siècle, l'Empire ottoman établit des relations diplomatiques intermittentes avec la monarchie d'Habsbourg. Bien qu'ils n'entretiennent pas d'ambassadeur permanent à Vienne, des contacts sont maintenus par des personnalités comme Osman Aga de Timisoara, ancien prisonnier de guerre. Ahmed Resmi Effendi, ambassadeur en Autriche en 1757-1758, puis en Prusse en 1763-1764, rédige des rapports où il souligne la supériorité de l'armée prussienne sous Frédéric II le Grand. Cependant, les projets d'alliance ottomano-prussienne contre l'Autriche sous Frédéric II puis son successeur Frédéric Guillaume II restent inappliqués. Dans la première moitié du 19e siècle, le recours à des conseillers occidentaux devient habituel, bien que les Allemands ne jouent encore qu'un rôle secondaire. Entre 1835 et 1839, une mission prussienne de 8 officiers et 16 sous-officiers opère sous la direction du capitaine futur Feldmarschall Helmut von Montcolt. Elle dresse notamment les plans de la forteresse de Silistra, capitale de la province éponyme, qui résistera victorieusement à l'armée russe pendant le siège de Silistra en 1854, au début de la guerre de Crimée. Entre 1882 et 1918, l'Empire ottoman demande l'aide de l'Empire allemand pour moderniser ses forces armées. Plusieurs missions militaires successives se succèdent auprès de l'armée ottomane. Pendant la Première Guerre mondiale en Orient, les généraux allemands Colmar von der Goltz, Otto Liman von Senders, Heinrich von Falkenhayn et autres prennent une part croissante au commandement des forces ottomanes, pour lesquelles le soutien allemand devient vital. L'influence allemande est déterminante jusqu'à la chute du gouvernement des Trois Pachas et à la capitulation ottomane en octobre 1918. Le 14 novembre 1914, le sultan Mehmed V, souverain de l'Empire ottoman et calife de l'islam de 1909 à 1918, lance à Constantinople un appel au djihad contre l'Occident. C'est le grand moufti en personne, plus haut dignitaire religieux de l'Empire ottoman, qui se charge de relayer l'annonce à la population. Devant la grande mosquée, face à une foule compacte, il donne lecture d'une fefta, loi islamique, appelant les musulmans du monde entier à lutter contre les ennemis de l'islam, c'est-à-dire la Russie, la France, l'Angleterre et leurs alliés de la Triple Entente. Cette déclaration de guerre religieuse est dictée par le Reich, auquel l'Empire ottoman s'est allié en ce début de conflit. Le plan des Allemands est simple, provoquer le soulèvement des populations musulmanes vivant en Russie et dans les colonies françaises et anglaises d'Afrique et d'Asie, afin de déstabiliser de l'intérieur les puissances de la Triple Entente. Si cet appel n'aura finalement qu'un faible impact sur la population musulmane, l'histoire de ce djihad désiré par l'Allemagne du Kaiser Guillaume II est emblématique de cette liaison fatale germano-ottomane, qui provoquera l'extension de la Première Guerre mondiale jusqu'au Caucase et dans le Golfe Persique, précipitant la fin d'un empire vieux de 600 ans. Le rapprochement entre Berlin et Constantinople ne date pas de 1914. Au début des années 1880, l'Empire ottoman est appelé par les Occidentaux l'homme malade de l'Europe. Les caisses de l'État sont vides, les plus grandes entreprises du pays sont mises sous tutelle anglaise et française. Le pays a connu aussi d'importantes pertes de territoire dans les Balkans et le Caucase, après sa défaite humiliante contre son voisin russe pendant la guerre de 1877-1878. Pour le redressement et la modernisation, le sultan Abdulhamid II a besoin de nouveaux alliés. Il se tourne alors vers Guillaume Ier et de son chancelier Otto von Bismarck. Le jeune empire allemand, né après la victoire sur la France à Sedan en 1870, a le profil idéal. Non seulement il est la puissance montante du vieux continent, mais de plus, il n'a aucune ambition sur les territoires contrôlés par la Sublime Porte, des Balkans à l'Afrique du Nord. Le Reich, qui jusque-là méprisait les Ottomans, accepte leur main tendue pour prendre pied dans la région et équilibrer le jeu des puissances européennes. En 1882, une première mission militaire allemande s'installe à Constantinople.
Avec l'arrivée sur le trône de Guillaume II en 1888, l'amitié germano-ottomane prend une autre dimension. Le Kaiser fait de l'Empire oriental l'instrument privilégié de sa politique expansionniste. La coopération militaire s'intensifie. Des dizaines d'officiers allemands arrivent dans le Bosphore pour instruire et organiser l'armée ottomane. Sous l'autorité jusqu'en 1895 du maréchal prussien Colmar von der Goltz, alias Goltz Pacha, l'Allemagne en profite pour offrir des contrats juteux à sa puissante industrie d'armement. Des canons Krump et des centaines de milliers de fusils Mauser affluent dans l'Empire ottoman au détriment des traditionnels fournisseurs anglais et français. Un arsenal utilisé par les Ottomans contre la Grèce en 1897 et qui leur permet de remporter une victoire. Surtout que cette coopération militaire se double d'une alliance économique. Les investissements allemands représentent plus de 25% des mises de fonds venant de l'étranger. L'exemple significatif et incontestable est le chantier stratégique du chemin de fer Berlin-Bagdad. Autre point d'orgue de cette idylle germano-ottomane, la visite pendant un mois en 1898 du Kaiser Guillaume II sur les terres du sultan Abdulhamid II. Le Kaiser passe une semaine à Constantinople, alternant visite de monuments et entretien avec le sultan. Puis il part pour Jérusalem et Damas, où il se pose en protecteur des chrétiens et des 300 millions de musulmans dans le monde. Un lointain prélude à l'appel au djihad de 1914. Pour Abdulhamid II, qui a choqué toute l'Europe en approuvant le massacre de 200 000 Arméniens en 1895-1896 par son armée, cette visite est un succès diplomatique. Guillaume II, lui, devient la nouvelle pièce maîtresse dans la question d'Orient. Ce jeu géopolitique auquel s'adonnent les dirigeants des grandes puissances occidentales, avides de se partager entre eux l'Empire ottoman. Un rôle jusque-là dévolu à Sa Majesté la Reine Victoria. À la veille de la Première Guerre mondiale, le sultan Abdulhamid II est destitué par la révolution de 1908 menée par le mouvement nationaliste des jeunes Turcs. Son successeur, Mehmed V, n'a qu'un rôle de sultan fantoche sans réel pouvoir. L'Empire se désagrège avec la prise de contrôle de la Libye par l'Italie en 1912, puis la perte d'une importante partie des Balkans lors des guerres de 1912-1913 contre la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro. Mais l'axe Berlin-Constantinople reste solide. L'ambassadeur allemand en poste dans l'Empire ottoman de 1897 à 1912 met en place la politique du Kaiser et veille sur l'immense chantier ferroviaire. Dans l'armée ottomane, les liens noués à la fin du 19e siècle ont engendré une génération d'officiers germanophiles. À la fin de 1913, suite à sa défaite dans les Balkans, l'Empire ottoman fait un nouveau appel au savoir-faire germanique pour redresser son armée. Durant le mois de juillet 1914, alors que la Première Guerre mondiale est en marche, c'est l'heure du choix politique pour les dirigeants ottomans. 2 des 3 pachas qui gouvernent le pays à partir de 1913 veulent s'allier à l'Allemagne pour être enfin dans le camp des vainqueurs. Malgré les accords conclus avec l'Allemagne, l'Empire ottoman ne participe ni au déclenchement ni au premier mois du conflit. Cette neutralité ne leurre cependant aucun des participants au conflit. Les missions militaires allemandes dans l'Empire ottoman jouent un rôle de plus en plus essentiel. Cependant, les deux pays n'auront une communication directe qu'après la conquête de la Serbie à l'automne 1915. Le déclenchement de la guerre en août 1914 prend les dirigeants ottomans de court. En effet, l'Empire ottoman n'est pas prêt à participer immédiatement au conflit. Ses troupes sont dispersées dans des provinces lointaines et sa capitale Constantinople n'est pas à l'abri d'une attaque des Alliés. Mais une note marginale de Guillaume II sur une demande du chef de la mission allemande à Constantinople, Otto Liman von Senders, datée du 29 juillet 1914, ne laisse aucun doute sur les intentions ottomanes de participer au conflit européen qui s'annonce. Les responsables ottomans mènent une politique équivoque, maintenant des relations avec les Alliés, négociant même avec eux. Enver Pacha, par exemple, initie des pourparlers avec les Alliés dès le 9 août. Il expose les revendications ottomanes dans les Balkans lors des négociations avec l'ambassadeur de Russie, la rétrocession de la Thrace occidentale et des îles de la mer Égée. Le gouvernement ottoman est encore divisé sur la stratégie à tenir. L'homme fort du régime, Enver Pacha, souhaite un engagement rapide dans le conflit, tandis que d'autres responsables ottomans comme İzzet Pacha
souhaite continuer à temporiser alors que le grand vizir Saïd Halim Pacha se montre indécis. À court terme, l'intervention ottomane dans le conflit n'apporte pas d'avantage immédiat aux puissances centrales, mais à moyen terme, la fermeture des détroits à la navigation empêche les franco-britanniques de fournir une aide matérielle à la Russie du tsar Nicolas II, ou encore la possibilité de lancer des opérations directes contre l'Égypte, alors protectorat britannique, puis contre l'Inde britannique. Malgré tout, le régime finit par signer le 2 août 1914 un accord secret d'alliance avec l'Allemagne. Très vite, Berlin insiste pour que Constantinople jette ses forces à l'ouest pour ouvrir un front contre la Russie. Pour faire pression, l'Allemagne suspend quelque temps son aide financière. C'est finalement une histoire navale qui va précipiter l'allié non combattant du Reich dans la guerre. Début août 1914, la Grande-Bretagne annule la livraison de 2 cuirassés destinés à l'armée ottomane. Au même moment, 2 croiseurs allemands poursuivis par la flotte anglaise en Méditerranée arrivent devant le détroit des Dardanelles, qui permet l'accès à Constantinople et à la mer Noire. Les Ottomans les acceptent dans leur flotte. Les 2 croiseurs passent alors sous pavillon ottoman, tout en gardant leur équipage germanique. Fin octobre, ces 2 bateaux partent en mer Noire pour bombarder les ports russes avec l'aval d'Enver Pacha, mais sur l'initiative allemande. La Sublime Porte est prise dans l'engrenage. Début novembre, l'entente lui déclare la guerre, et quelques jours plus tard, c'est l'appel au djihad du sultan. Avec l'arrivée des Ottomans dans le conflit, la Première Guerre mondiale change de visage. De l'Égypte à la Perse, 6 nouveaux fronts s'ouvrent. Les débuts sont désastreux pour les forces de Constantinople. En décembre 1914, Enver Pacha, en ministre de la guerre inexpérimenté, décide d'attaquer les Russes dans le Caucase en plein hiver. Sa terrible défaite de Sari Kamis, environ 90 000 morts côté ottoman, aura une conséquence tragique. Djemal Pacha, secondé par un colonel allemand, lance ses troupes à l'assaut du canal de Suez, mais se fait repousser par les Anglais. Après ces 2 revers, le Reich exige un contrôle total des forces ottomanes. À Constantinople, des milliers de conseillers militaires allemands prennent position au sein de l'armée du sultan. Le général Liman von Sanders mène en 1915 la bataille de Gallipoli, dans les Dardanelles, où les troupes impériales repoussent un débarquement franco-anglais. L'entrée en guerre de la Bulgarie en 1915 facilite les échanges entre l'Empire ottoman et l'Empire allemand, qui peuvent acheminer hommes et matériel. C'est l'occasion pour l'Allemagne d'obtenir des ressources minières et pétrolières afin de se faire rembourser l'aide financière accordée. Pour le Kaiser, l'engagement ottoman dans la guerre est purement stratégique, car il oblige les pays de l'entente à mobiliser leurs forces en Orient au détriment du front de l'Ouest. Il déstabilise aussi les Russes, qui se retrouvent privés d'accès à la Méditerranée avec la fermeture des détroits. Du point de vue ottoman, le bénéfice d'un tel conflit devient de moins en moins évident au fil du temps. D'autant plus que la Sublime Porte n'a plus les moyens humains de mener une guerre totale. Son armée exsangue ne parvient pas à faire face aux nombreux cas de désertion. La révolte arabe du Hedjaz dans la péninsule arabique 1916-1918, attisée par l'Angleterre représentée par Laurence d'Arabie, les défaites dans le Sinaï et en Mésopotamie en 1917, ainsi que la perte de la Palestine en octobre 1918, sonnent le glas de l'Empire ottoman. 12 jours avant l'armistice du 11 novembre signé entre les pays de l'Entente et l'Allemagne, les Ottomans vaincus paragraphe un traité de paix avec la Grande-Bretagne et ses alliés sur l'île grecque de Murdros le 30 octobre 1918. En s'alliant avec le Reich, l'Empire ottoman, dorénavant réduit à la seule péninsule anatolienne, avait signé sa perte. Comme on l'a vu, les Européens et les Ottomans ont vécu la Première Guerre mondiale de façon bien différente. En Europe, son déclenchement a été perçu comme la fin brutale d'un âge d'or. Mais pour les habitants de l'Empire ottoman, déjà vaincus dans les Balkans, la guerre et ses ravages a été déjà une réalité. La population se résigne sans enthousiasme à l'inévitable, un conflit industriel que leur pays, pratiquement sans industrie, ne pouvait gagner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.